Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis très content parce que je renoue pour la troisième fois le dialogue avec Denis Rossano, que vous connaissez très bien, qui était venu il y a plus d'un an et demi, je crois, pour parler de Doris Day et Rock Hudson, la trilogie romantique. Et ensuite, on avait parlé de Douglas Sirk par le biais de son livre. Toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo, comme ça vous pourrez retrouver ces deux émissions, mais aussi si vous voulez avoir le livre de Denis Rossano sur Douglas Sirk, eh bien vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo. Et aujourd'hui, toujours avec un livre, c'est celui-ci. Je le montre, Vie et mort de Joachim Gottschalk. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est un roman, c'est important de le préciser, mais ça n'empêche pas que ça parle de cinéma. Et c'est édité chez Alary Éditions. Comment allez-vous, Denis? Mais je vais très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir pour moi, bon matin pour vous. Je suis ravi d'être là aussi. Ça me fait très, très plaisir. Et je suis ravi, en fait, que vous ayez lu le roman et que vous ayez envie d'en parler. Parce que, alors c'est un roman, mais en même temps, tout est vrai dans ce roman. Et justement, ce sont les gens de cinéma que j'avais envie de toucher, ceux qui aiment le cinéma, les acteurs, réalisateurs, le théâtre aussi, parce que ça parle de théâtre. Mais le fait que quelqu'un comme vous ait eu envie de le lire et d'en parler, ça me touche beaucoup. Donc, je suis ravi d'être là. Bah, écoutez, en plus de cela, je ne connaissais pas. C'est ça aussi, c'est que je ne connaissais pas. Alors, autant quand j'écrivais sur Douglas Sirk est quand même un nom que tous les cinéphiles connaissent. Joachim Gottschalk, il a disparu de la mémoire du cinéma, et pour cause, parce que c'est lié à l'époque du cinéma nazi, et il a été broyé par la machine nazie, mais il est représentatif, il est symbolique de toute une génération d'acteurs et de réalisateurs aussi, qui ont été littéralement détruits par le nazisme, qui en même temps, à un moment donné, les a portés au sommet. Donc c'est une histoire tragique, je trouve, et qui m'a beaucoup ému, en fait, de ces gens qui atteignent une gloire énorme, gigantesque. L'Allemagne était quand même le plus gros marché du cinéma mondial après les États-Unis, pour ensuite être complètement détruits parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable quelque part, en fait, où ils ont été complices plus ou moins sans s'en rendre compte, parfois en le sachant très bien, parfois malgré eux, mais ça les a détruits. Et je trouve que le cas de Joachim Gottschalk, tout est dans le titre, hein, Vie et mort, donc on se doute bien que c'est une histoire tragique. Et c'était un acteur extraordinaire. Et le fait qu'il ait complètement disparu, c'est un peu comme quand j'écrivais le livre sur Douglas Sirk, il y avait le personnage de l'enfant, qui était aussi un acteur et qui avait disparu. Et il y a quelque chose qui me touche personnellement beaucoup dans ces carrières qui s'évanouissent, en fait, et la mémoire ne les retient pas. Et j'ai voulu, en fait, alors je n'ai pas voulu sauver Joachim Gottschalk, mais j'ai voulu le ramener à notre mémoire à nous, pour ouvrir une porte aussi, parce que sur ce cinéma-là, parce que le cinéma nazi est un cinéma qu'on ne connaît pas du tout, enfin, ou très peu, mais qui est fascinant. C'est une histoire absolument fascinante, très trouble, très ambiguë évidemment, mais où il y a des choses magnifiques, il y a des films magnifiques, il y a des films monstrueux, et pareil avec les gens, il y a des gens magnifiques, il y a des gens monstrueux, et tout ça fait une espèce de... Il se crée une espèce de tumulte qui gonfle, et tout ça sous la coupe du système nazi qui est effroyable, et qui petit à petit va broyer Joachim Gottschalk en l'occurrence, mais beaucoup d'autres gens aussi. Donc ça, j'ai voulu à la fois faire un portrait de cet homme, de cet acteur, mais aussi un portrait du milieu du cinéma en général et du théâtre, parce que c'est un acteur de théâtre aussi. Mais par rapport à Joachim Gottschalk, il y a aussi le fait que ça soit un personnage vraiment extraordinaire, même entre parenthèses, dans le fait dans sa mort aussi, enfin dans sa mort, dans les morts. On va en parler après. La situation de Joachim, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation extraordinaire, dans le sens où il était en train de devenir une des grandes stars de la scène allemande, du théâtre allemand. Alors, il faut dire qu'en Allemagne, le théâtre a toujours été extraordinairement important, beaucoup plus qu'en France, en fait, j'ai l'impression, parce qu'en Allemagne, c'était plusieurs États, en fait, et chaque État avait ça. On remonte là au siècle précédent, ils avaient leur scène théâtrale, ils avaient leur troupe théâtrale. Donc, le théâtre a toujours été très, très important dans la culture allemande. Et énormément d'acteurs, les plus grandes stars du cinéma allemand viennent du théâtre. Et lui, en fait, a suivi ce chemin-là. Il était en train de devenir la nouvelle idole moderne du théâtre allemand.
Et j'ai envie un peu de le comparer, pas physiquement, mais dans ce qu'il a révolutionné, à ce qu'a apporté Gérard Philippe dans le théâtre et le cinéma français. C'est-à-dire la jeunesse et une manière de jouer nouvelle, une manière de réincarner les classiques d'une manière que la jeune génération pouvait comprendre. Et il a été ça, Joachim. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cet homme est tombé fou amoureux d'une actrice juive, qui était aussi une des stars montantes de la scène allemande. Et au moment où il commence vraiment à exploser sur la scène, tous les deux, le nazisme arrive. Alors la carrière de sa femme, qui s'appelait Meta, est brisée immédiatement. Hein. Le nazisme dans le théâtre a été immédiat. Ça n'a pas coupé. C'est quelle période? Pour dater 1933, voilà. Le nazisme arrive en 1933. Et immédiatement, tous les acteurs juifs du théâtre sont éliminés, les réalisateurs, tout le monde. La nazification du théâtre a été immédiate. Et Joachim, à ce moment-là, est pris dans cette espèce d'étau où en fait il se dit « je suis en train de devenir ce que j'ai toujours rêvé d'être, c'est-à-dire un acteur qui peut travailler, qui est célèbre au point qu'il peut jouer les rôles dont il a toujours rêvé, et en même temps je suis marié à une femme juive qui est en danger. Et qu'est-ce que je fais ?» Et en fait tout le livre, c'est sur cette question, et c'est sur les choix qu'il va faire. Et le choix qu'il va faire, qui va être fatal, c'est qu'il décide de rester. Il n'impose pas sa décision à sa femme, il décide ensemble de rester. Et il va s'imaginer, à tort, on va s'en rendre compte au bout d'un moment, mais au départ, on peut comprendre pourquoi, qu'en fait, sa gloire va le protéger. Et il rentre, alors il passe dans plusieurs troupes de théâtrales, il devient un des grands acteurs de la troupe de Francfort. À chaque fois, en fait, il faut comprendre que le nazisme était, donc l'État nazi était situé à Berlin, évidemment, chaque État avait son système nazi, mais tout ça était quand même assez diffus. Et le théâtre, la troupe par exemple de théâtre de Francfort, n'était pas surveillée par les troupes de Berlin, les nazis de Berlin. Donc il arrivait à survivre comme ça. Il est devenu très célèbre à Francfort, mais sa célébrité en fait est devenue telle que finalement il est devenu suspicieux aux yeux de l'État, et qu'il y a eu quand même une espèce d'engrenage qui a été entraîné où on a voulu le liquider, et notamment à cause de sa femme. Et là, il a décidé, aidé par d'autres amis qui étaient dans le cinéma, pourquoi pas faire une carrière de cinéma? Parce que le cinéma est encore un monde un peu à part. Alors, le cinéma nazi, c'est quand même une situation très complexe. Je vais essayer d'être bref et clair. Dès 1933, il y a le ministère de la propagande, donc Goebbels, qui s'installe, et le cinéma tombe sous le ministère de la propagande. Et immédiatement, en fait, il y a une espèce de structure pyramidale qui se crée, où il y a en fait plusieurs chambres qui représentent les différents arts. Il y a une chambre de la musique, une chambre du théâtre, une chambre de la sculpture, tout ça. Et il y a une chambre du cinéma. Et cette chambre du cinéma est totalement nazifiée, c'est elle qui décide de tout. Et au sommet de la pyramide, décidant de tout ce qu'il faut faire dans tout le domaine artistique, il y a Goebbels. Et Goebbels est un fou de cinéma, et il a très vite compris que le cinéma était une arme extraordinaire pour la propagande. Donc, en fait, dès le départ, dès 1933, on parle de mars 1933, les Juifs sont éliminés du cinéma, tout de suite. Il n'y a plus un seul Juif, ils sont tous liquidés. Mais par contre, ceux qui étaient déjà les réalisateurs, les acteurs, les techniciens qui n'étaient pas juifs sont toujours là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on leur fait croire, ou ils pensent que le cinéma reste une petite bulle protégée, en fait. Le milieu du cinéma n'est pas nazifié, ou il n'est pas nazi, plutôt. Il n'y a pas beaucoup de nazis dans le milieu du cinéma. Ce sont des gens qui sont plutôt apolitiques ou plutôt de gauche, et ils pensent qu'ils vont pouvoir survivre dans leur petit milieu. Alors, évidemment, hein, on parle d'un milieu du cinéma qui est très puissant. Le cinéma allemand, c'est presque l'équivalent d'Hollywood à l'époque. Et notamment, il y a le studio de la UFA, qui est vraiment, c'est l'équivalent de la MGM, de la Paramount. C'est un studio extraordinairement puissant. Et dans ce petit monde, on vit quand même dans une bulle déconnectée de la réalité, en fait. On voit bien ce qui se passe dans la rue, on voit bien les SS, tout ça, mais en même temps, on est quand même très protégé. Et donc, ces gens-là, ces artistes, pensent qu'ils vont pouvoir continuer à travailler et à survivre sans être impliqués dans ce qui se passe au niveau politique. Et ça a été la grande erreur, en fait. Mais c'est ce que je disais aussi sur Douglas Sirk. Douglas Sirk a fait la même erreur. Et donc, Joachim rentre dans ce milieu du cinéma en pensant « je vais être protégé ». Et en fait, c'est tout le contraire qui va se passer, parce qu'en fait, sa gloire va être telle les suspicions vont s'augmenter,
Et il va se retrouver pris dans ce piège où, en fait, s'il continue à faire du cinéma, il y a l'espèce d'étau qui se resserre contre lui. Mais s'il arrête, il est perdu aussi, et sa femme est perdue, parce que quand même, le fait qu'il ait une star, ça les protège un petit peu dans le sens où il a un permis spécial de travailler. Sa femme vit quand même, ils vivent dans un appartement luxueux. Donc tout ça est très, très trouble et très, très ambigu. Et au fur et à mesure que les années passent, le régime, évidemment, se durcit et les possibilités de fuir se réduisent. Elles sont toujours là, mais il n'y croit plus. Et on arrive à la guerre de 40, la guerre de 39, qui explose en 39. Et là, en fait, ce système nazi qui s'est mis en place sous l'égide d'un Goebbels qui était monstrueux, mais quand même très, très malin, qui savait très bien ce qu'il faisait. Et toute la machine, en fait, va se renfermer sur ce couple il y a un enfant, donc c'est une famille, il y a un petit garçon. Et ça va mener à une fin absolument tragique, une fin de mélodrame, mais une fin horrible, parce que c'est une fin, ça lui est vraiment arrivé, ce que je raconte dans le bouquin. Et alors, je dois dire, j'ai écrit un roman, comme vous l'avez dit, où je me suis permis d'inventer des dialogues. Je voulais en fait mettre en scène ce personnage pour essayer de comprendre ce qu'il ressentait intérieurement, mais tout ce que je raconte est vrai, et notamment, il y a plusieurs incidents qui paraissent hallucinants quand je les raconte, mais tout est vrai. Et je crois qu'on sent que j'ai essayé de montrer comment, alors je reprends le mot d'engrenage, mais il y a vraiment ça en fait, comment au fur et à mesure que les années passent, cet étau qui se resserre, et ça devient très très étouffant, et il ne peut plus s'en sortir. Et en même temps, il est une star adulée. C'est ça que je trouve aussi incroyable, c'est que cet acteur est au sommet de la gloire, il a des millions de fans à travers l'Allemagne, et en même temps, il est pris dans un piège effroyable dont tu ne peux pas sortir en fait. Comment fait-on pour prendre des bases réelles, donc des instants de la vie de Joachim, de Michael aussi, le fils. Comment on fait pour prendre ces instants réels et en faire une base fictionnelle? Parce qu'en plus de cela, il faut faire attention de ne pas sombrer dans l'émotion facile. Absolument. C'est ce que vous évitez, bien évidemment. Et ça, j'aimerais bien savoir. Là, pour le coup, c'est la cuisine interne de l'écrivain. C'est très vite sentimental, effectivement. C'est facile à faire l'histoire. Alors d'abord, j'ai fait beaucoup de recherches et on trouve en fait pas mal de choses. Alors on trouve pratiquement rien en français. D'ailleurs, sur toute l'histoire du cinéma nazi, en fait, on trouve très très peu de choses en français. Par contre, on trouve beaucoup de choses, bizarrement, en anglais. Il y a énormément d'études qui ont été faites en anglais et on trouve beaucoup de choses, effectivement, en allemand. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Je lis, alors je maîtrise parfaitement l'anglais. L'allemand, je le maîtrise moins bien, mais je me débrouille. Donc, j'ai fait toutes les recherches. J'ai accumulé alors, les films aussi. J'ai visionné les films. Alors, ils sont difficiles à trouver, les films de Joachim, mais je les ai trouvés. Mais comment vous les avez trouvés? Comment vous avez trouvé les films? Pardonnez-moi de vous raconter plus, mais comment? Il y a une maison de distribution de DVD qui je crois que c'est des DVD plus ou moins copiés sur des vieux. La qualité est très mauvaise, mais au moins je peux voir le film. Il y en a quelques-uns que j'ai pu voir sur YouTube. On en trouve quelques-uns. Là aussi, la qualité n'est pas très bonne, mais bon, j'avais besoin de voir les films. J'ai trouvé beaucoup d'articles de presse, en fait. J'ai relu beaucoup d'articles de presse. Et en fait, j'ai fait des recoupements. Et il y a 2 livres en allemand qui sont centrés sur les destins tragiques liés au cinéma nazi. Et dans chacun, il y avait un petit chapitre sur Joachim. Alors, c'est ça le truc, c'est que je me suis dit, je ne suis pas personnellement historien, je ne suis pas un biographe. Et je me dis, si je fais un livre qui n'est pas un roman, en fait, je vais refaire ce que fait Wikipédia, mais en mettant 50 pages au lieu d'en mettre 3. Donc, et en plus, je trouvais qu'en restant à l'extérieur, c'est-à-dire en étant biographe, en racontant les faits, seulement les faits, on ne comprenait pas forcément la mécanique ou les émotions que pouvaient traverser ces personnages-là. Et quand je dis ces personnages, je parle de Joachim, de sa femme et de leur enfant, mais il y a tous ceux qui les entourent aussi, parce qu'il y a tout ce milieu du cinéma que j'évoque. Il y a une actrice très célèbre de l'époque qui s'appelle Brigitte Horney, que j'évoque et qui a un rôle très important. Il y a un réalisateur qui est essentiel dans l'histoire du cinéma allemand, qui s'appelle Wolfgang Liebenheiner, qui joue un rôle étonnant aussi. Donc je me dis, il fallait rentrer dans la tête de ces gens-là pour essayer au moins pour moi que je les comprenne, et pour essayer de les faire comprendre, parce que je trouve, effectivement, avec le recul du temps, c'est très facile de juger, tout est noir ou tout est blanc.
effectivement, quand on regarde le cinéma nazi, on a envie de juger de manière négative. Les choses étaient beaucoup plus complexes. Alors, il ne faut pas excuser. C'est ça aussi, c'était la chose à laquelle je devais faire très attention, c'est de ne pas chercher à excuser ces gens-là pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, c'était juste essayer de les comprendre. Et pour moi, qui suis romancier, c'était en passant par leurs émotions intimes et en essayant de comprendre ce qui se passait dans leur tête, en fait. Donc, j'ai inventé un personnage qui est le narrateur. Alors, ce narrateur, c'est le seul personnage fictif, mais j'ai fait un peu une espèce d'amalgame entre différents acteurs dont j'avais suivi un peu les carrières. Il est le témoin, en fait, et il est l'ami privilégié de Joachim. Donc, ça nous permet, à travers ce narrateur, de rentrer dans l'intimité du couple et du quotidien de Joachim. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on suit toute la carrière et le destin de Joachim et de sa famille. J'aurais dû vous poser la question dès le début de l'émission, mais comment vous avez connu Joachim? Alors, en fait, quand j'ai fait mon livre sur Douglas Sirk, j'ai fait beaucoup de recherches et je tombe sur l'anecdote, enfin, en gros, le destin de Joachim Gottschalk. Alors, ça m'a frappé parce que je trouve que c'est un destin, enfin, si on le résume en 5 lignes, c'est horrible. Donc, j'ai été très, très frappé par ça. Et je me suis rappelé qu'en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais lu en français les mémoires d'un des grands réalisateurs du cinéma nazi, Veit Harlan, et qui sont traduites en français, alors, qui sont à prendre avec les mémoires de Veit Harlan. Évidemment, il essaye de se déculpabiliser. Donc, il faut faire attention dans ce qu'il raconte. Mais il y a un long chapitre sur Joachim Gottschalk. Donc, je me suis replongé dans ce chapitre et je me suis dit, mais c'est une histoire incroyable. Et personne n'en parle. C'est-à-dire, il est complètement oublié, mais cette histoire est tellement symbolique, je trouve, de l'horreur nazie, mais en même temps sans tomber dans les clichés de ce qu'on raconte toujours sur le nazisme, en fait. Je trouvais que de parler du nazisme en passant par le milieu du cinéma, c'est quand même assez original, j'ai envie de dire, dans le sens où on oublie qu'en fait, sous le nazisme, à Berlin, dans les années 30, il y avait une vie mondaine extraordinairement brillante. Il y avait le luxe, il y avait la musique, il y avait des gens qui sortaient, il y avait des soirées, il y avait des premières, mais qui étaient aussi énormes que les premières hollywoodiennes, dans des palaces du cinéma colossaux. Les restaurants de luxe, il y en avait des tonnes. Il y avait des clubs, des cabarets. Et c'est un peu ça que j'ai voulu recréer aussi. Notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parle beaucoup de musique dans mon livre. Je cite beaucoup les chansons à la mode de l'époque et tout. Parce qu'en fait, je crois que dans notre imaginaire, forcément, on pense que le nazisme, c'est quelque chose de lugubre, et c'est lugubre. Mais on oublie que le quotidien des gens, c'était un quotidien presque, pour ceux qui n'étaient pas dans le collimateur des nazis, c'était un quotidien assez normal, en fait. On vivait sa petite vie, on allait au cinéma, on allait danser, on achetait tous les disques à la mode. Évidemment, c'est des ritournelles très, très sentimentales. Et le cinéma servait beaucoup à ça. Et c'est là où Goebbels a été très intelligent. C'est qu'il n'a pas fait beaucoup de films de propagande, en fait, le cinéma nazi. C'est essentiellement un cinéma de spectacle, un cinéma de divertissement, parce que Goebbels a très bien compris que le peuple était déjà tellement martelé, assommé par la propagande nazie, à travers les discours, à travers les marches dans les rues par les troupes nazies et tout ça. Il s'est dit, il faut leur laisser un espace de liberté à ces gens-là, qui est une fausse liberté, évidemment, hein, mais c'est la liberté qu'ils vont avoir pendant 2 heures dans une salle de cinéma. Et Goebbels a construit un star system nazi qui, au niveau de son importance, a été presque l'équivalent du star system hollywoodien. Et Joachim Gottschalk a été l'un de ces personnages, sauf que, bon, il y a toute une histoire entre Goebbels et Joachim qui va accélérer en fait la chute de Joachim. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ça, de ce star system qui est l'axe central du bouquin, et de comprendre un petit peu pour que les gens puissent comprendre un peu ce que c'était que le star system dans le cinéma nazi. Même, et puis peut-être aussi nous expliquer un peu, parce que vous avez cité le cinéaste Veit Harlan, qui est un cinéaste extrêmement, comment on pourrait dire ça aujourd'hui, un peu pas... diront controversé peut-être. Controversé, voilà, le mot est faible, surtout par rapport à un film. D'ailleurs, on en avait déjà parlé sur cette chaîne avec Alain Brossat, de ce film-là, Le Juif Suste. Voilà, mais ce qui est étonnant, c'est que Veit Harlan a fait d'autres films qui ne sont pas des films de propagande et qui sont remarquables. Il a fait des mélodrames qui sont absolument incroyables, qui sont étonnants. Donc, c'est quelqu'un de très, très compliqué. C'est de fascinant en même temps, hein, mais de très compliqué. Donc oui, le Star System. Oui, par rapport au Star System, pardon, excusez-moi. Alors, oui. Le Star System. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, l'idée d'un Star System ne plaît pas
à ceux aux fondateurs du nazisme, en fait. Pour eux, c'est anti-nazi, le star system. C'est forcément, c'est les États-Unis, donc ils sont contre. Mais en fait, ce que Goebbels va très vite réaliser, c'est qu'en fait, le public a besoin de stars. Et que quelque part, les stars, en focalisant le rêve, le désir, et en divertissant l'attention des gens, en prenant leur attention, ça maintient le statu quo, en fait. Et c'est ce qu'il veut, Goebbels. Il veut que le cinéma maintienne un faux statu quo, offre une espèce de divertissement extraordinaire et crée un désir. Et en même temps, il se dit, par le star system, je vais pouvoir véhiculer des fantasmes nazis. Et notamment, si je crée des stars, il faut que je crée des stars qui soient emblématiques de l'idéologie nazie. Et donc, alors le problème, c'est pas un problème, c'est qu'en fait, le système allemand, du cinéma allemand, fonctionne un peu sur le système américain. C'est-à-dire qu'on a les studios, notamment on a la UFA, mais il y a aussi la Tobis et la Terra Films, qui sont des studios vraiment énormes. Et donc, les acteurs sont sous contrat avec les studios. Ce qui est très différent du cinéma français des années 30. Ça n'existe pas en France, hein, ce cinéma. Donc, c'est très facile de créer un star system avec des stars qui sont, dès le départ, comme aux États-Unis, prises par le studio, transformées par le studio, lancées par le studio, prises en main par le studio. Sauf que la différence, c'est que tout au sommet du studio, il y a Goebbels. Ce n'est pas une entité indépendante. C'est ça le piège, en fait. Mais là où le cinéma nazi va être extraordinairement, va réussir de manière extraordinaire, c'est qu'il va effectivement créer des stars qui vont atteindre une gloire colossale. Alors la plus célèbre, c'est Sarah Leander. Sarah Leander qui a été justement lancée par Douglas Sirk et qui est devenue vraiment un mythe. Sarah Leander, encore aujourd'hui, hein, vous allez en Allemagne, tout le monde connaît Sarah Leander. Elle est mythique, Sarah Leander. Et pourtant, elle a été créée, complètement créée par le cinéma nazi. Il y en a eu d'autres. Il y a eu la femme de Veit Harlan dont on nous parlait, une actrice qui s'appelait Christina Söderbaum. Alors, Christina Söderbaum, c'est intéressant parce qu'elle est la seule, en fait, qui correspond physiquement à l'idéal nazi parce que c'est une blonde aux yeux bleus. C'est une parfaite blonde aux yeux bleus. C'est l'Aryenne parfaite. Sauf qu'en même temps, et ça va être le cas de toutes ces stars, en fait, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que quelque part, à travers les films que ces stars interprètent, il se passe quelque chose que le système nazi, que Goebbels, que même les cinéastes ne contrôlent pas forcément. C'est qu'est-ce que véhicule un acteur, quel fantasme véhicule un acteur, et ça échappe en fait au canon nazi. Et en fait, Goebbels ne va jamais vraiment réussir à faire une star nazie dans le sens où il l'entendait. Il va faire de ses acteurs et de ses actrices d'immenses vedettes qui vont faire venir le public en salle. Alors, il y a beaucoup de femmes. Il axe énormément sur les femmes, mais il y a des hommes aussi, et dont Joachim fait partie. Mais en fait, aucun d'eux ne va vraiment incarner l'idéal nazi et Goebbels va être fou. Et notamment, par exemple, quand on regarde le cas des actrices, toutes les plus grandes stars féminines allemandes du nazisme sont toutes des étrangères. Et il n'y a pas d'allemandes. Les plus grandes, elles sont suédoises, comme Sarah Leander, Christina Söderbaum est suédoise. Ilse Werner, qui était la jeune fille idéale, elle est à moitié hollandaise. Olga Tchekova, c'était une russe. C'est étonnant. Aucune star n'est allemande. Et chez les hommes, on voit qu'il n'y a pas ce qu'on imagine l'idéal arien. On ne le trouve pas chez les hommes. Et Joachim devient une très grande star en étant presque l'antithèse de l'idéal nazi. Et en fait, ce qui va se passer justement avec Joachim Gottschalk, il va faire plusieurs films avec une actrice que j'ai nommée tout à l'heure qui s'appelle Brigitte Horney. Ils vont faire un peu le couple idéal du cinéma nazi. Sauf que, en fait, ils incarnent pour le public, j'allais dire presque la résistance au nazisme, parce qu'ils incarnent les gens normaux. Ils incarnent ceux qui ne sont pas dans le système. Ils incarnent l'homme et la femme qui vivent leur quotidien et qui ne sont pas les exemples types du nazisme. Et ça, Goebbels, ça le rend cinglé. Il est fou de rage et il n'arrive pas à contrôler ça. Il ne peut pas contrôler ça. Il ne peut pas interdire à son public d'aller voir des films que lui-même, il a donné l'accord pour les films. Et ce sont des films qui engrangent des millions et des millions. Hein. Et le plus gros succès de l'histoire du cinéma allemand de l'époque a été fait pendant la guerre. C'est un film avec Sarah Leander, qui est un mélodrame, avec un petit côté de propagande, mais un mélodrame romantique. Il attire 26 millions de gens. On est en pleine guerre. Hein. Les villes sont bombardées. Berlin est sous les bombes. 26 millions de gens vont voir le film. C'est des chiffres colossaux quand même. Le cinéma allemand était extraordinairement puissant. Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait énormément de moyens techniques. La UFA, elle possède 27 plateaux de cinéma rien qu'à Berlin.
Et je parle que de la UEFA. Il y avait la Tobis, il y avait la Terra, il y avait il y avait des studios à Munich, il y avait des studios à Vienne. Vienne était un studio de cinéma très important. Ça a été évidemment ensuite intégré dans le cinéma allemand quand il y a eu l'Anschluss. Donc, on se retrouve avec une machine très puissante que Goebbels contrôle autant que possible, mais il ne peut pas contrôler ce que véhiculent ces stars. Par contre, et c'est là où ça devient très, très dangereux et toxique et tragique, ce qu'il peut contrôler, c'est le destin individuel de ces stars-là. Et en fait, je pense que beaucoup de ces stars se sont dit, je suis comme Joachim, je suis célèbre, je suis riche. Alors, il y a de l'opportunisme dans tout ça, c'est vrai, il faut le dire. Mais je ne suis pas politique, donc je fais juste mon métier. C'est vrai, mais en même temps, Goebbels peut les contrôler individuellement. Alors, certains vont être suivis par la Gestapo, interrogés par la Gestapo, ils vont être obligés d'aller au bureau de Goebbels et se faire prendre des engueulades. Alors, Goebbels, c'était un type qui piquait des crises de nerfs, paraît-il, insensées. Alors, j'en ai mis quelques-unes dans mon roman et qui sont très proches de la réalité. Je n'ai pas vraiment inventé grand-chose. C'était un type extrêmement violent, verbalement, qui était capable de terroriser les gens. Et donc, en fait, il joue là-dessus, en fait. Et il oblige, par exemple, certaines de ses stars à jouer dans des films de propagande alors qu'elles ne veulent pas, mais il fait du chantage, il menace leur famille. Beaucoup de gens, par exemple, on parlait, vous nommiez tout à l'heure Le Juif Sus, qui est un film, effectivement, le film le plus antisémite de l'histoire du cinéma, qui est une horreur. Il y a un acteur qui est un excellent acteur dedans, qui s'appelle Ferdinand Marian. Ferdinand Marian joue le rôle du juif. Il ne voulait pas jouer ce rôle-là. Il a essayé aussi longtemps qu'il a pu de résister, mais Goebbels l'a obligé. Goebbels avait des moyens de le faire chanter, notamment la première femme de Ferdinand Marian était juive, donc Goebbels a joué de tout ça, et il a obligé Ferdinand Marian à jouer le rôle du juif, ce qui va être... Ferdinand Marian va porter cette croix-là toute sa carrière, toute sa vie, qui va se terminer tragiquement tôt d'ailleurs. Mais par contre, et c'est là où on peut revenir à ce que je disais là, c'est là où Goebbels ne contrôle pas totalement tout ce qu'il fait, c'est que Ferdinand Marian est un acteur tellement charismatique, tellement bon à l'écran, qu'en fait, il transforme... Le personnage, effectivement, était censé être horrible, le personnage du juif sus dans le film, mais il arrive à le rendre tellement charmeur qu'il y a des millions de femmes qui vont devenir des fans de Ferdinand Marian et donc du personnage. Donc Goebbels est complètement horrifié, en fait. Donc, c'est très, très, très complexe, en fait, ce qui se passe à l'époque avec le cinéma. Et je crois que c'est tous les cinémas du monde, que ce soit le cinéma hollywoodien, qui était à sa manière un cinéma de propagande pour le rêve américain, ce sont des films qui véhiculent des idéologies, mais qui en même temps échappent à ce qu'on veut leur faire dire et qui donnent leur propre message, en fait. Ou en tout cas, le spectateur imagine ce qu'il veut à partir des films qu'il voit, en fait. Donc, on nage dans des eaux très, très ambiguës. Et avec le nazisme, encore plus, évidemment. Comment était le jeu de Joachim Gottschalk par rapport à ses contemporains? Alors, Joachim c'était un naturel, en fait. C'était... Surtout sur scène au départ, on imagine les acteurs de théâtre qui sont les héritiers du 19e siècle, donc qui déclament beaucoup, et notamment avec les grands classiques allemands, Schiller, Goethe par exemple. Et Joachim, en fait, est connu pour une voix très douce. Il murmure, en fait. Il a une voix qui est très calme. Il murmure. Et quand on voit ses films, c'est étonnant parce qu'il a un côté très fragile. Donc, il n'est pas du tout le héros nazi idéal. C'est un homme fragile. Et même quand il joue les héros, il y a notamment un film d'aventure qui est assez étonnant, qui s'appelle Tumulte à Damas, qui a été tourné à Damas, en Libye, là-bas, qui était à l'époque une colonie italienne. Il est le parfait héros, il aurait pu être le héros d'une bande d'aventure hollywoodienne, mais il parle tout doucement et il a une espèce de regard un peu brisé. Et en fait, il y a une mélancolie chez Joachim Gottschalk qui est toujours présente dans tous ses films, dans tous ses rôles. Il existe aussi sur scène. Et je pense que c'est beaucoup ça qui l'a rendu tellement fascinant pour les spectateurs de l'époque, parce qu'il incarne une fragilité dans laquelle je pense que beaucoup d'Allemands peuvent se retrouver. Mais en même temps, il est viril. Ce n'est pas un jeune homme fluet. C'est un costaud, il est viril, il a des traits très virils. Mais il y a cette espèce de fragilité et ce murmure toujours. Et il est devenu célèbre pour cette voix, en fait. Et d'ailleurs, vers la fin de sa carrière, quand tous les accès au cinéma lui ont été interdits, parce que Goebbels a fini par lui interdire de faire des films, c'est vers la radio qu'il se tourne. Et en fait, et je trouve ça très émouvant, il va réciter à la radio les poèmes de la langue allemande qu'il préfère. Et ça aussi, je pense que c'est important,
c'est de le dire, c'est que Joachim était un amoureux de la langue allemande. Beaucoup d'acteurs sont amoureux de la langue allemande et beaucoup d'acteurs ne sont pas partis d'Allemagne parce qu'ils n'auraient jamais pu jouer en allemand ailleurs qu'en Allemagne. Donc pour beaucoup, c'était même pas un choix. Ils se sont dit, je ne peux pas partir, je ne ferai jamais carrière ailleurs, je ne peux pas. Je dois rester en Allemagne parce que c'est ma langue, c'est ma patrie, sauf qu'ils n'ont pas compris que la patrie allait les dégommer. Mais je trouve ça très émouvant, en fait, cet attachement à une langue. Et c'est vrai, je pense que Joachim n'aurait jamais pu faire carrière ni en France, ni aux États-Unis, nulle part. Sarah Leander, au début de sa carrière, les États-Unis, les studios américains lui ont demandé de venir en Allemagne. Elle a refusé, elle savait très bien qu'elle n'aurait jamais la place qu'elle avait en Europe, et c'est surtout en Allemagne, aux États-Unis, où il y avait déjà Marlène Dietrich. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Goebbels voulait faire revenir Marlène Dietrich. Il voulait que Marlène devienne l'égérie du cinéma nazi. Et Marlène, qui était partie dès 1930, a dit jamais, jamais je ne retournerai en Allemagne. Et là, chapeau, parce que dès le départ, elle a compris, elle, ce qui se passait, et elle a dit non, et elle n'a jamais, jamais, jamais refoutu les pieds en Allemagne tant que le nazisme était là. Je rappelle, hein, Vie et mort de Joachim Gottschalk, c'est édité chez Alary Éditions. Pour clôturer la conversation, j'aimerais revenir sur, c'est pas la toute fin parce qu'il y a autre chose avant, mais il y a quand même 3-4 pages sur sur plutôt là, pour le coup, la mort de Joachim et de sa famille. Et sans véritablement dire comment ça se passe, moi, la question elle est très simple, en fait. C'est comment on écrit ça? Est-ce que déjà on écrit ça? Est-ce que c'est la première chose qu'on écrit lorsqu'on va commencer le livre? Ou est-ce qu'on attend la fin? Enfin, je sais pas. Là, c'est une question encore de cuisine interne, mais c'est un moment très émouvant. Très émouvant. J'ai attendu la fin. Alors, je dois dire, ce que je raconte dans cette scène, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je n'ai pas imaginé, c'est vraiment ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu les gens qui ont trouvé, enfin bon, je ne veux pas dévoiler, mais je suis resté au plus proche de la réalité que possible. J'ai attendu la fin parce que j'avais besoin, moi aussi, j'ai écrit le bouquin chronologiquement, en fait, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, et j'avais besoin de ressentir moi-même cet étau. En fait, c'est pas facile d'écrire un livre comme ça, dans le sens où c'est émotionnellement très lourd. Parce que je me suis mis dans la peau de ces personnages, je me suis mis dans ce milieu-là, et au fur et à mesure que j'avance dans l'histoire, il y a cet étau nazi qui se referme, et ça se refermait sur moi en tant que personnage, en fait. Et donc, j'étais vraiment dans cette espèce d'intensité émotionnelle, et j'arrive à la fin, et je me suis dit, il faut que je l'écrive le plus simplement possible, sans faire le sentimentalisme, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut éviter absolument le sentimentalisme. Donc, ce n'est pas évident non plus, parce qu'on se laisse facilement porter, mais c'est tellement brutal et bouleversant, ce qui est arrivé, qu'il fallait que je me limite au strict minimum, en fait, arriver à une espèce d'épure, en fait. Ah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je sais que ce n'était pas évident, je ne sais pas si on peut me le reprocher d'avoir osé avoir été jusque-là, mais je pense qu'en même temps, ça nous met vraiment au cœur du cauchemar. Je pense qu'avec cette scène-là, on comprend vraiment le cauchemar que tant d'Allemands ont vécu à l'époque. Des Allemands qui ont pu en profiter avant, qui ont pu être opportunistes, mais qui, malgré tout, ont fini victimes. Et effectivement, rien que d'y penser encore, ça m'émeut, en fait. Ce personnage de Joachim m'émeut, en fait. Je trouve que c'est... Vous savez, moi, je pense à ce qui se passe en ce moment en Russie, mais pensez à tous ces artistes russes. Dans quelle situation sont-ils? On reste en Russie, on ne reste pas, on ne travaille pas. Je quitte la Russie, mais qu'est-ce que je deviens? Je pense que... Et c'est des situations qui se répètent dans beaucoup de pays, hein, à travers les décennies. Donc, le nazisme a été évidemment le cas ultime, dans le sens où c'est devenu tellement... Il y a eu tellement de choses racontées sur le nazisme. On a l'impression de tout savoir sur le nazisme, et on pense qu'on peut facilement juger. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'avant de juger, il faut essayer au moins de comprendre. Encore une fois, je dis, il ne faut jamais excuser, mais il faut essayer de comprendre par quoi ces gens-là sont passés. Joachim a été la victime, un peu, j'ai envie de dire, la victime ultime, dans le sens où il était tellement aimé dans le milieu du cinéma que ce qui lui est arrivé, en fait, a fait basculer les choses. Et pour la première fois après la fin de Joachim,
le milieu du cinéma a commencé à se retourner contre Goebbels. Et c'est la première fois que c'est arrivé. On est quand même en 1941 hein, quand ça arrive. Donc le nazisme existe depuis 1933. Ils ont subi. Personne n'aimait Goebbels dans le cinéma. En plus, Goebbels était un affreux coureur de jupons qui se tapait toutes les actrices qu'il pouvait se taper, parfois de force. Donc c'était quelqu'un vraiment de détesté dans le milieu du cinéma. Donc, mais qui se croyait tout permis et qui a été effectivement très très loin dans les horreurs qu'il a pu imposer et infliger à ses victimes. Mais ce qu'il a infligé à Joachim, enfin, en tout cas, la manière dont les choses se sont dénouées, ça s'est retourné contre lui. Et après, ça a été un peu la chute, en fait. On est encore en 1941. Alors, ce qu'il faut dire, et c'est quand même assez étonnant, c'est que le cinéma nazi a duré jusqu'en 1945, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre. Le cinéma nazi a continué à produire des super productions. On est en 1945, Veit Harlan tourne un film qui s'appelle Kolberg, qui est un film de guerre, de propagande, mais c'est une production colossale qui coûte des millions. Et on se dit, mais c'est un truc de dingue. Le pays entier est en pleine destruction, ravagé, est en train de perdre la guerre, et on a ces cinéastes et ces stars qui tournent des films au milieu du désastre. Je trouve que c'est surréaliste, en fait. Complètement surréaliste. C'était pas la dernière question parce que il y en a une autre aussi. Oui. Je n'arrivais pas à ne pas penser aussi à la France, c'est-à-dire aussi même si et vous l'avez très bien dit dès le début de l'émission, c'est que la situation était complètement différente. L'industrie du cinéma français était complètement différente de celle de l'industrie du cinéma allemand, voire et nazi. Mais je pensais un peu à certains comme ça, acteurs, actrices, mais pas forcément de cinéma, c'est aussi du théâtre, hein, par exemple Sacha Guitry, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une connexion, une légère connexion, mais il y a quand même quelque chose, une espèce de passerelle avec cette période-là, parce que jusqu'à aujourd'hui, tout est complexe. Hein. Guitry, oui ou non, Cocteau, oui ou non, on ne sait pas trop. Et c'est des choses qui reviennent de temps en temps, peut-être qu'ils sont un peu oubliés aujourd'hui, mais moi, c'est vrai que quand j'avais 20 ans, je me souviens d'un texte de François Truffaut qu'il avait écrit, je crois, dans les années 70, où il revenait ou dans les années 60, je ne sais plus, fin 60, où il revenait sur Guitry en expliquant non, Guitry n'a jamais collaboré ou quoi que ce soit, et en même temps, il en parle un peu dans le dernier métro. Voilà, j'ai pensé à tout ça, je m'étais dit, tiens. Vous avez absolument raison, et notamment le cinéma, parce que le cinéma français, sous l'occupation, a été dirigé par un Allemand. Il y avait la Continentale, le studio allemand installé à Paris. Donc, c'était dirigé comme un studio nazi, comme un studio de Berlin. Et c'était un Allemand qui était à la tête de ce studio. Et donc, on a eu des cinéastes français, des stars françaises, qui ont joué, qui ont fait des films, qui ont tourné pour la Continentale, donc directement des productions nazies, en fait. Le voyage à Berlin, en train. Voilà, le voyage à Berlin. Et le plus célèbre, je dirais, de ces réalisateurs, qui est personnellement un de mes réalisateurs favoris, je trouve que c'est un génie, c'est Clouzot. Et Clouzot est un des personnages les plus embêtants. Alors, Clouzot n'était pas nazi, mais il a travaillé, il avait besoin de travailler, il a fait des films, et il a fait des films pour la Continentale. Le Corbeau, c'est extraordinaire, parce que c'est un film qui à la fois est revendiqué par les fascistes et revendiqué par les communistes. Donc, allez savoir. Mais c'est un film extraordinaire. Et il y a beaucoup de films comme ça. Il y a énormément de films. Alors, il y a des acteurs, Jean Gabin quitte l'Allemagne, Michel Morgan quitte l'Allemagne, c'était quand même les stars immenses. Il y a des acteurs qui sont pris dans l'engrenage d'une manière très ambiguë. Daniel Darieux, qui était la petite fiancée de la France. Daniel Darieux, c'était l'idole de tous les Français, Daniel Darieux. Et bien, Daniel Darieux, il est obligé de faire ce fameux voyage en train à Berlin, qui va devenir... il y a beaucoup de controverses sur ce voyage à Berlin. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Daniel Darieux, son mari, était emprisonné à Berlin. Il était dans un camp de prisonniers. Donc, elle a dit, j'accepte de faire ce voyage si on me permet de voir mon mari. Mais évidemment, ce que les gens vont retenir, c'est que Daniel Darieux est allé à Berlin avec des nazis. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Oui. Ginette Leclerc, qui était aussi la garce du cinéma français, qui est merveilleuse, Ginette Leclerc. Mais Ginette Leclerc, elle, alors, je ne dirais pas qu'elle a collaboré, mais enfin, elle était très à l'aise avec l'occupant. Elle avait, je crois, un cabaret à Paris où beaucoup de soldats allemands venaient. C'est très ambigu. Arletty avec sa fameuse histoire d'amour avec l'officier nazi. Mais en même temps, encore une fois, il ne faut pas juger avant de connaître. Mais toutes ces actrices-là, je pense aussi à une autre actrice. Alors là, peut-être que je vais me tromper, j'en suis vraiment désolé, qui a même été emprisonnée. Je crois que c'est Viviane Romance, si je ne me trompe pas. Non, c'est Mireille Palin. Qui avait été emprisonnée, qui a subi aussi des viols.
Mireille Balin était a priori, d'après ce que j'ai compris, très proche de l'occupant. Et effectivement, ça s'est retourné contre elle à la Libération. Alors, ce qu'il faut dire aussi, et c'est pareil aussi dans le cinéma allemand, il va y avoir une dénazification dans le cinéma allemand dès la fin de la guerre, comme il va y avoir une épuration après l'occupation en France. Mais dans les deux cas, on va avoir besoin de boucs émissaires. Parce qu'on ne peut pas juger tout le monde. Ceux qui en fait ont fait le plus de mal, souvent, ils arrivent à resquiller et à disparaître. Et donc, on va trouver 1, 2, 3 boucs émissaires. Arletty a été un bouc émissaire en France. Mireille Balin a été un bouc émissaire. En Allemagne, il y aura Weiterland. Alors, Weiterland, c'est compliqué parce qu'il a effectivement fait le juif Süß, ce qui est impardonnable. Mais Weiterland n'était pas totalement... C'était un opportuniste. Il était prêt à tout pour réussir. En même temps, il était obligé par Goebbels de faire certains films. Ça, c'est très, très clair. Il y a vraiment... Je pense que historiquement, il était obligé. Donc, il a louvoyé. Ce qu'il a fait est inexcusable, mais ce n'était pas le pire. Il y en a un qui est beaucoup pire, beaucoup pire, c'est pas très français. Il y en a un qui est monstrueux, un réalisateur qui était très célèbre à l'époque, il s'appelle Karl Ritter. Karl Ritter est complètement oublié de nos jours. Karl Ritter, c'était le seul cinéaste qui était ouvertement antisémite et ouvertement nazi. Tous les autres cinéastes ne l'étaient pas. Hein. Les cinéastes nazis de l'époque nazie n'étaient pas forcément membres du parti et n'adhéraient pas vraiment à l'idéologie. Ils faisaient des films qu'on leur demandait de faire, mais bon, voilà. Karl Ritter, lui, était le plus ouvertement nazi. Il a fait des films de propagande pure. Qu'est-ce qui se passe? La fin de la guerre éclate. Il s'en va. Il est parti en Argentine. Il est parti en Argentine et il a fini ses beaux jours en Argentine. Il est revenu dans les années 50 en Allemagne parce que dans les années 50 en Allemagne, on a fermé les yeux. On a fait comme si tout ça n'était jamais arrivé. Donc, il a essayé de refaire carrière en Allemagne. Ça n'a pas marché. Il est reparti en Argentine. Donc, lui, qui était le pire, hein, Karl Ritter, je pense, c'est vraiment un des pires, il n'a jamais rien eu. Et ce que je dis aussi, et je ne sais pas si vous vous souvenez dans le livre, après le roman en lui-même, je fais une espèce d'épilogue où je raconte les destins de plusieurs personnages. Et notamment, ça me paraissait important de décrire ce qui arrivait aux vrais nazis, c'est-à-dire Goebbels, mais aussi il y a ce fameux Hans Hinkel, qui est le bras droit de Goebbels, qui est un homme monstrueux, qui est pour beaucoup dans la chute de Joachim. Il ne lui arrive rien après la guerre. Il termine ses jours tranquillement, il vit dans un petit village, rien. Donc, et en même temps, je comprends le besoin de punir, je pense que c'est dans la nature humaine, mais en France comme en Allemagne, ou comme d'autres pays, hein, les pays scandinaves aussi ont fait la même chose, on va punir certains, il va y avoir des boucs émissaires, et le reste va arriver à passer à travers les mailles. J'ouvre une parenthèse très, très, très courte. Il y a même des pays où l'État demande au peuple d'oublier tous les horreurs et de pardonner ceux qui ont tué. Je referme la parenthèse, et ça, c'est intéressant. C'est vrai. Et je dois dire, l'Allemagne, il y a eu cette période dans les années 50 où je pense que le traumatisme était tellement, et la culpabilité tellement énorme qu'ils ne pouvaient pas regarder en arrière. C'était trop proche encore. Mais par contre, après, il y a quand même eu une volonté en Allemagne de regarder le passé droit dans les yeux, qui est encore aujourd'hui. Hein, si vous allez en Allemagne aujourd'hui, vous allez voir à la télévision, mais pratiquement tous les soirs, il va y avoir une chaîne où il va y avoir une émission ou quelque chose qui est relatif au nazisme, hein, quand même. Donc, il y a eu quand même cette volonté d'affronter le passé. Et notamment, il y a eu à la télévision, il y a des séries. J'ai envie de parler d'une série que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Babylone Berlin, dont la 4e saison est en train a été tournée, qui est sortie en Allemagne l'été dernier. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est sur Netflix. Je ne sais pas où ça se passe en France, mais je sais que ça passe en France. Et Babylone Berlin montre l'Allemagne, c'est à travers des histoires policières, mais ça montre l'Allemagne de Weimar, c'est-à-dire d'avant le nazisme, au moment où ça commence à basculer. Au moment où le nazisme commence à s'installer, ce qui est le début de mon roman, en fait. Le début de mon roman, c'est Weimar, qui est une espèce de... C'est extraordinaire, là, le Berlin de Weimar, ça fait rêver. Et cette série est magnifique parce qu'en fait, ça montre bien toutes les compromissions, les ambiguïtés, les erreurs que les gens vont commettre malgré eux, ou peut-être volontairement, mais qui en fait vont petit à petit amener au nazisme, et après, ça va être incontrôlable. Et cette série est magnifique, je la recommande beaucoup. On la trouve en France. Hein. Et donc, c'est un peu ce que je voulais montrer à travers mon roman et à travers ce personnage de Joachim. C'est comment on est porté par des élans, par une espèce de... Joachim, c'est quelqu'un qui
il aimait le théâtre plus que tout. C'était sa passion de jouer. Vraiment, il était habité par sa passion du métier. Ça le mène au sommet et en même temps, ça le détruit. Et je trouve ça, on peut que regarder ça avec émotion. Je trouve qu'on peut avoir une opinion sur ses erreurs, sur pourquoi est-il pas parti. Moi, je me le demande. D'ailleurs, à un moment dans le livre, mon personnage me dit, mais pourquoi tu t'en vas pas? Et en même temps, on peut le comprendre. C'est ça qui est terrible. On peut le comprendre, même si on sait que ça le mène à sa perte. Ça manque d'image. Ça manque d'image. Je suis d'accord. Ça manque d'image. Vie et mort de Joachim Gottschalk, c'est un roman, c'est édité chez Alary Éditions, c'est écrit par Denis Rossano, pardon. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite fortement à vous procurer le livre. C'est un moment merveilleux et tragique à la fois. Et comme vous le disiez, c'est écrit avec une telle précision, une telle sécheresse aussi qui est assez impressionnante. Merci en tout cas. Alors, il faut savoir, vous êtes en direct des États-Unis, donc il est minuit et quelques. Donc oui, là, pour le coup, il est presque 1h du matin, là. Presque 1h du matin. Voilà, alors là, j'ai envie de vous dire merci 1000 fois en tout cas de nous avoir d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir raconté. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. C'est toujours un vrai plaisir d'avoir une conversation avec vous. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. On a dit 15% du livre, hein, je le dis tout le temps ça, donc oui. Faut être curieux, il faut y aller. Merci à vous. Et bien évidemment, hein, vous revenez quand vous voulez. On en reparlera, mais oui, absolument, je reviendrai. À très bientôt. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.